Bonjour et bienvenue au balado Réalisme climatique du 27 août 2026. Je vous rappelle que notre objectif est de faire la lumière en vérité sur les enjeux climatiques en réaction à la propagande mensongère des mondialistes des dernières décennies. Je vous invite donc à montrer votre appréciation en cliquant sur le pouce en l'air et en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Comme à l'habitude, j'ai le privilège et l'honneur d'être accompagné de notre scientifique expert du Québec, professeur Réanal Duberger, qui est Fellow d'Ingénieurs Canada, membre du comité scientifique de l'Association des climato-réalistes et ambassadeur de Clintel pour le Canada français. Bonjour Rénald. Bonjour, Richard. Merci de participer encore une fois à ce balado. Donc, t'es fidèle à l'habitude, mais les gens vont apprécier ta nouvelle coupe de cheveux, donc je le souligne. Merci d'être là. Nous avons également l'honneur de recevoir des invités internationaux dont la riche expérience contribue, je l'espère, à mieux comprendre les implications socio-économiques mondiales de l'imposition du mensonge climatique dans nos politiques perspectives. Aujourd'hui, nous recevons Magatte Wade, résident, je crois, au Texas pour l'instant. Elle est de passage au Texas parce qu'elle parcourt le monde. Elle parle 4 langues et se décrit comme une championne de la prospérité et non de la pauvreté, en tant que directrice du Centre pour la prospérité africaine au sein de Atlas Network, une organisation en faveur du libre marché. Originaire du Sénégal, ayant figuré sur la liste Forbes des 20 femmes les plus influentes d'Afrique, elle est auteure du best-seller The Art of a Cheetah et animatrice de l'émission The Magatte Wade Show. Elle a pris la parole à l'ONU, à l'Aspen Institute, ainsi qu'aux universités Harvard, Oxford, Stanford, Yale et le MIT. Elle a aussi participé à de prestigieux balados totalisant plus de 10 millions de visionnements. Pour elle, le rôle des marchés libres, de libre entreprise, permet de lutter efficacement contre la pauvreté, de s'attaquer aux enjeux sociaux et de promouvoir l'éducation à l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, les enjeux énergétiques réalistes font partie de ses préoccupations et c'est dans ce cadre que nous la recevons aujourd'hui. Madame Wade, bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Richard, bonjour Reynald, merci beaucoup pour votre accueil et s'il vous plaît, appelez-moi Magatte. C'est un plaisir, Magatte. Merci de nous mettre à l'aise dès le début. Nous, c'est important qu'on ait des sons de cloche un peu de tous les horizons. Et je crois que votre parcours est vraiment atypique et particulier. Et j'aimerais peut-être que vous nous décriviez un peu qu'est-ce qui vous a amené à parler de l'aspect de l'énergie, parce que c'est pas souvent qu'on voit cette approche-là, alors que c'est une approche très réaliste. Et nous, à Réalisme climatique, c'est vraiment le fondement qu'on cherche à mettre de l'avant. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers cette option-là? Oui, c'est une très bonne question. Et en parlant de réalisme, justement, moi, j'ai pas commencé à parler de l'énergie, ni même à m'intéresser à l'énergie, parce que, bon, voilà, je me suis réveillée un jour, ou alors j'ai lu un livre et je me suis dit, oh, l'énergie, voilà, il faut en parler. Non, en fait, retournons au réalisme, en fait, je suis arrivée à tout ça juste par mon simple vécu, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis née au Sénégal, et vers l'âge de 2 ans, mes parents sont partis du Sénégal, ils sont dirigés vers l'Europe pour à la quête d'une vie meilleure en fait. Et donc ils sont devenus ce qu'on appelle les migrants économiques. Donc je suis sûr que vous en entendez souvent parler. Oui. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou dans les Amériques, beaucoup de gens partent d'Afrique pour ces contrées lointaines, pour justement à la recherche d'une vie meilleure. Et donc mes parents, c'est exactement la même chose. Et donc ils sont partis sans moi, ils m'ont laissé derrière avec ma grand-mère ils m'ont laissé dans les soins de ma grand-mère. Et vers l'âge de 7 ans, ils m'ont fait l'heure est arrivée pour moi d'aller les rejoindre en Europe parce qu'ils allaient rester justement en Europe. Et donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis arrivée en Europe, la première fois, c'était en Allemagne. Et donc, quand j'arrive, je regarde autour de moi et je me dis, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que ces gens-là ont tout ça et nous, on n'a rien? Et voilà. Et en fait, tout ce à quoi je faisais référence à l'époque, surtout, c'était à cette histoire de prendre ma douche, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, avec ma grand-mère, quand ma grand-mère me dit, Magatte, il est l'heure pour ta douche, je sais que j'ai au moins 45 minutes à 1 heure pour aller jouer encore un peu plus avec mes amis et tout. Pourquoi? Parce que je sais que ma grand-mère allait devoir
allait devoir mettre du charbon dans une sorte de gazinière. Là, en fait, c'était un réchaud, comme les gens ils utilisent au camping, vous voyez? Et donc, mettre du charbon et au-dessus mettre une marmite d'eau, attendre que la marmite d'eau chauffe. Ah Une oui. fois que ça a bien chauffé, on met ça dans une plus grande bassine, Hmm. l'eau chaude, on la mélange avec de l'eau un peu plus froide, comme ça, ça va pas me brûler. Et donc, quelqu'un va traîner cette grosse bassine d'eau, grande bassine d'eau, vers ce qui nous servait de salle de bain, donc en fait, juste une pièce carrelée, en fait. Et donc, là-bas, avec un petit pot en plastique, bah, je prends la grande bassine vers mon corps pour prendre ma douche. C'était ça, prendre sa douche. Donc, mais par contre, j'arrive en Allemagne, ma mère me dit, Maguette, il est temps pour ta douche. Je lui dis, mais elle est où la bassine d'eau? Parce que moi, je vais certainement pas me mettre toute nue dans ce climat-là, parce il faisait froid à Il l'époque. faisait froid, oui. Et donc, elle me dit, ne sois pas, ne fais pas ta faux folle. Donc, vas-y, rentre dans la douche. Et donc, là-bas, je rentre dedans, je tourne les boutons et je m'aperçois que l'eau, on peut même changer la pression de l'eau, la température, je vous en parle même pas. Et tout ça, ça se passe comme ça. Et Et voilà. là, vraiment, j'ai cru que quelqu'un me jouait un sale tour. Parce que comment ça se fait? Qui est derrière ce mur pour faire ça? Et Mhm. donc, en fait, ça a commencé comme ça pour moi. Et évidemment, j'ai pas tout de suite compris que c'était une question d'énergie, d'accès à l'énergie ou pas, mais c'était une expérience tellement vivide, ça n'avait tellement pas de sens. La différence entre les deux pays était tellement différente que, évidemment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que ce soit pour ça, que ce soit pour les routes pavées, que ce soit pour les magasins où on a de l'air conditionné ou du chauffage avec plein de variétés de pommes, plus de variétés de pommes que je ne pouvais compter, Hmm. ou plus de variétés de pain que je ne pouvais compter. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, c'est vraiment cette question que j'ai eue. Comment cela se fait-il Ouais. qu'ils ont ça et nous pas? Et éventuellement, la question est devenue, comment cela se fait-il que des pays comme le mien et autant d'autres en Afrique sont pauvres et pendant que d'autres pays, les États-Unis, l'Australie, euh, la Nouvelle-Zélande, pourquoi ces gens-là, pourquoi c'est riche? Et Mhm. donc, j'ai entendu toutes sortes d'explications quant à pourquoi, à la raison pour laquelle c'était comme ça. Des gens qui me disent que c'est juste parce que mon quotient intellectuel est trop bas. Ah ouais. D'autres qui me disent que nous sommes trop paresseux, nous les Africains. D'autres qui me disent que c'est dû au colonialisme. D'autres qui me disent que c'est dû au racisme. D'autres qui me disent que c'est dû à l'esclavage. Enfin, j'ai tout entendu, mais rien n'avait de sens parce que prenons le colonialisme, par exemple. Et ça, je vous promets, hein, vous allez aligner, à partir de maintenant, faites ce petit test, demandez aux 100 prochaines personnes que vous verrez pourquoi l'Afrique est toujours la région la plus pauvre de nos jours. Et je suis sûr que les trois quarts des gens à qui vous allez parler vont vous dire le colonialisme. C'est le colonialisme qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique en est toujours là. Ah ouais. Et, mais j'ai envie de leur dire, mais l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Et Hmm. pourtant, pendant très longtemps, quand on pensait à la pauvreté en Éthiopie, on pensait à la pauvreté en Afrique, on pensait à l'Éthiopie, justement, parce que c'était vraiment le poster child. Et conversement, on a un pays comme le Botswana qui a été colonisé, mais le Botswana, depuis les indépendances, est un des pays en Afrique qui s'en sort le mieux. Donc, cette connexion-là, cette causalité, pour Ça moi, n'avait fonctionne pas. aucun sens. Ouais. Et pour les gens qui disent que c'est le IQ, j'ai envie de leur dire, mais si vous me dites que mon quotient intellectuel est si bas, que c'est parce que mes qualités humaines ne sont pas optimum, mais comment ça se fait que la même personne, Hmm. les mêmes gens dont vous dites qu'ils n'ont pas les capacités intrinsèques, comment se fait-il que ces mêmes personnes-là, le moment où ils arrivent dans un autre pays, un pays riche, Tout ils fonctionne. arrivent à s'en sortir? Exact. Ils arrivent à s'en sortir, ils deviennent des docteurs, ils deviennent des entrepreneurs, ils deviennent des comptables, ils deviennent enfin des gens productifs, des membres productifs de la société. Et donc, c'est comme ça que... Donc, ça n'avait aucun sens. Mais par contre, un jour, donc la vie continue, on quitte l'Allemagne, on va vers la France. Après mon école de commerce, je décide d'émigrer vers les États-Unis Oui. parce que je croyais vraiment le rêve américain. Et l'aspect entrepreneurial, j'imagine. Vous êtes très Ouais. entrepreneur, donc ça a dû vous attirer aux États-Unis. Exactement. Et aussi Hollywood. Hollywood m'a vendu que aux États-Unis. Vous savez quand.
savez, voilà, on regardait ces séries où on voyait des jeunes qui conduisaient leur propre voiture à l'âge de 16 ans, OK. tranquilles, ils avaient des belles voitures et tout. Enfin, Ouais. vraiment, on avait vraiment l'impression qu'aux États-Unis, les gens, peu importe d'où on vient ou qui on y arrive, et on voyait toutes ces différentes couleurs de peau là qui arrivent aussi bien les uns que les autres. Donc vraiment, c'était très attractif tout ça. Donc je viens aux États-Unis et je deviens entrepreneur. Enfin, au début, j'étais chasseuse de tête dans la finance. OK. Et donc, on trouvait mon rôle était de trouver du talent financier pour Mhm. des compagnies comme Google, comme Netflix à l'époque où personne ne les connaissait. C'était des toutes petites boîtes de rien du tout. Donc voilà, mais j'étais en pleine Silicon Valley. Ah ouais. Et là, j'étais entourée par tous ces entrepreneurs, par cette magie de l'entrepreneuriat qui est de créer quelque chose à partir de rien du tout. Et c'était fantastique. Mais il y avait toujours ce quelque chose malgré la réussite que j'avais en Californie, il y avait toujours ce quelque chose qui faisait que j'avais quand même un problème sur cette terre. Et à chaque fois que j'étais là à compter mes blessings, comme on dit, ça s'arrêtait toujours au fait que, bah oui, ok, moi je suis bien. Je suis entourée d'abondance dans ce pays Mhm. qu'on appelle l'Amérique, mais j'ai laissé ce monde de manque derrière Ouais. euh, en Afrique. Et donc, moi, j'ai grandi, il faut savoir que j'ai grandi avec des histoires pratiquement toutes les semaines, 2 semaines, de gens qui se sont mis dans des bateaux, dans des petits bateaux, de petites pirogues de pêcheurs qui essaye de traverser la Méditerranée Mhm. vers l'Europe à la recherche d'un emploi. Et souvent, le bateau va se retourner. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes Sénégalais qui sont, euh, qui sont, euh, Noyé. qui sont en bas, voilà, dans l'océan. Mhm. Enfin bref, donc il y a ça. Quand c'est pas comme ça, c'est un corps qui tombe d'un avion parce que quelqu'un s'est caché Ouais. On voit au ça. niveau des roues, ou alors ils ouvrent la section cargo à Paris-Charles de Gaulle. On y trouve un corps congelé, mort. Mhm. Et quand les gens ne prennent pas les gens ne prennent pas les airs ou qui ne prennent pas la mer pour rejoindre l'Europe pour un emploi, eh ben, ils prennent les chemins terrestres. Et souvent, les chemins terrestres, ça s'arrête pour eux dans des pays comme la Libye ou la Tunisie. Mhm. En Libye, on sait que aujourd'hui, en 2026, quand un Africain comme moi se retrouve coincé là-bas, en route pour l'Europe, eh ben, il se retrouve sur un marché aux esclaves, Ah ouais. Mhm. vendu entre 300 et 500 dollars. Donc, vous voyez, donc quand vous grandissez avec ce genre d'histoire et que ça, c'est votre quotidien, c'est le quotidien dont on ne parle pas, Oui. mais dont nous, Africains, on n'a pas le choix, on en parle parce que ne serait-ce même que pour acheter souvent la liberté de gens comme ça qui ont été capturés. Donc, c'est des réalités ce sont des réalités qui clashent entre elles. Et, Et donc, moi, c'est vrai que ça m'affecte, hein, ça m'a vraiment toujours affecté, ça continue à m'affecter. Maintenant, moi, pourquoi? Parce que maintenant, j'ai l'impression que au moins, j'ai trouvé quelque chose à faire pour justement y remédier. Mais avant que j'ai pu savoir de quoi il s'agissait, j'étais vraiment une des personnes les plus malheureuses au monde, souvent déprimée. Je pensais à ce genre de choses au moins 2 ou 3 fois par jour, et à chaque fois que j'y pense, ça m'envoyait dans un état de dépression que je pouvais pas expliquer et pour lequel personne ne pouvait m'aider. vous vous sentiez impuissante Oui, vraiment, d'agir pour le bien, en fait, du développement. Et là, vous avez vraiment. fait un lien avec l'énergie. Vous avez compris Oui, qu'il y avait quelque oui, chose qui s'appelait oui. l'énergie, qui était peut-être la clé du succès à ce moment-là. Exactement. Et en fait, ça, c'est venu comment? C'est venu parce que quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai commencé donc ma carrière. À un moment, j'ai eu une crise existentielle justement, ou un moment où tout ça là, c'était trop pour moi. Et j'ai failli laisser ma vie un peu sur le plan émotionnel, mais je suis retournée au Sénégal euh, quelques mois après que j'ai eu cette crise-là, justement parce qu'il fallait aller se ressourcer. Et donc, quand je suis arrivée sur place, j'ai vu que les femmes, j'ai vu que le l'hibiscus, le jus de bissap avec lequel j'ai grandi, qui est le jus de la teranga. À travers le monde, les Sénégalais sont connus pour leur teranga. Teranga veut dire hospitalité, Mhm. c'est ce que ça veut dire. Donc, nous sommes connus pour ça autour du monde. Et il y a ce jus-là qui personnifie ce trait de caractère. Et donc, l'ingrédient majeur, c'est l'hibiscus. C'est ce qu'on Ouais. appelle le bissap wolof. Mhm. Et
d'habitude, ce sont les femmes qui cultivent justement cette matière première. Et là, le problème, c'est que maintenant, au Sénégal, on se retrouve à un moment où, quand vous êtes quelqu'un, bah, vous consommez Coca-Cola, Hum. Fanta, Pepsi, Nescafé. Et donc, les gens au top, ils consomment ces marques-là. Et les gens en bas de la pyramide, ils consomment des faux produits de ce genre de marque. Ah oui. Entre-temps, ce jus de bissap sort de l'image. Et avec ça, ça veut dire que les femmes qui devaient qui se reposaient, qui comptaient sur l'hibiscus, la matière première, Oui. pour justement gagner de l'argent, bah, elles faisaient plus d'argent. Hum. Et quand elles ne gagnent plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Leurs propres enfants, leurs grands-enfants, on parle 16, 17, 18, 19, bah, ce sont eux qui se retrouvent dans les bateaux, en Hum. route vers l'Europe, Ouais, ouais. pour remplacer justement le revenu que maman a perdu. Et Exact. donc tout ça là, ça m'a vraiment déboussolé dans tous les sens. Mais à un moment, je me suis dit, parce que mon père nous a toujours éduqués avec ce sens euh, de critiquer par la création. Ah oui. Donc il disait Donc, toujours, amener une solution lorsqu'on voit un problème, une problématique. exactement. Oui. Il disait pour moi, j'ai pas besoin de connaître, je ne veux pas connaître tes problèmes. Là, si, le seul moyen pour moi d'écouter tes problèmes, c'est aussi d'entendre les solutions que tu as, les alternatives que tu as. Elles n'ont pas besoin d'être forcément les bonnes alternatives, mais au moins, je veux que tu me proposes des alternatives. Moi, je n'élève pas des gens qui pleurent et qui se prennent pour des victimes. Nous, on a du agency, donc on voilà, on se gère. Et donc, avec cette mentalité-là, c'est pour ça que je me suis dit, OK, si j'ai un problème parce que mon jus de bissap est en train de disparaître et que les femmes sont en train de perdre leur source de revenus et que leurs enfants se retrouvent dans des bateaux en direction de l'Europe où je sais que la plupart vont mourir, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Ouais. je crée une société dont le produit sera ces jus-là. Comme Ouais. ça, le jus est réintroduit. Exporter. Les gens, donc ça va redonner de l'emploi à ces femmes-là. Mhm. On a été jusqu'à 9000 femmes qui ont eu des emplois. Et ça veut dire que donc du coup, leurs enfants vont pouvoir aussi rester au pays s'ils le décident, s'ils le choisissent. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Mais en faisant ça, euh, Richard et Reynald, j'ai commencé à voir, vous vous rappelez de la question de la petite fille de 7 ans. Mhm. Pourquoi? Donc, quand j'ai créé ma première société, jusqu'à présent, hein, jusqu'à présent, j'ai créé 3 sociétés. Je suis en train de travailler sur la 4e. Mais ce qu'elles ont en commun, en général, c'est une société sœur quelque part en Afrique, souvent au Sénégal, et une autre société sœur aux États-Unis. Chacune fait des choses différentes. Après, une société mère quelque part d'autre. Et la première fois que j'ai fait ça, mais c'était incroyable. La différence entre ce que j'appelle la facilité de faire du business quand on comparait les deux pays. Ah oui. Donc, des trucs tout bêtes, oui, des trucs tout bêtes. Par exemple, l'emploi, la flexibilité de l'emploi. Aux États-Unis, c'est c'est employment at will. Donc, voilà, on se rencontre, on décide de travailler ensemble, on signe un contrat, on y va. Personne s'en mêle. Mhm. Mais au Sénégal, il y a cette histoire des prud'hommes, il y a cette question du tribunal du travail, inspection du travail, il y a tout ça. Donc, en fait, c'est un mariage à 3 si on veut Mhm. s'employer. Donc, si Richard, vous et moi, on veut se mettre, moi, je veux vous employer. Oui. Non, il faut aussi que l'État donne son point de vue. C'est D'accord. l'État qui va nous dire aussi combien je dois vous payer. Ah. C'est l'État qui doit me dire, enfin, plein de trucs. Et pour vous, si malheureusement je dois me séparer de vous un jour, pas forcément même parce que vous avez fait quoi que ce soit, mais parce que, je sais pas, moi, il y a eu Covid. Un vrai cas. Covid. 90% de nos revenus sont évaporés Oui. en jour au lendemain. Mhm. C'est un vrai cas. Bah, aux États-Unis, j'ai eu la possibilité d'avoir de la flexibilité et de laisser les gens partir le temps qu'on se Oui. remette. Mais au Sénégal, hors de question, hors de question. Terminé. Pour envoyer quelqu'un, c'est la même chose. Donc, pour vous employer, pour vous embaucher ou pour vous débaucher, c'est pratiquement la croix et la bannière. Parce qu'une fois que vous êtes embauché, c'est pratiquement impossible de vous débaucher. Wow. Peu importe les circonstances. Même si vous volez, vous ne faites pas votre travail, c'est très compliqué. Donc, en fait, il y a tout ce genre de problèmes. Donc, c'est là où j'ai compris l'importance de la liberté économique, des Mhm. marchés libres Voilà. pour justement créer quelque chose, pour créer de la valeur, pour créer des emplois, pour créer des jobs, des sociétés. Et donc ça, c'était ce que j'ai vu. Mais c'est marrant parce que même ça, cette liberté économique, c'est quelque chose de très vrai, de très réel, mais pour beaucoup de gens, c'est invisible.
Parce que c'est quoi? Ce sont les lois, ce sont les régulations, Oui. ce sont les règles, ce sont les réglementations, ce sont les lois qui régissent la vie d'un business. Et souvent, ça, c'est ça. Nous sommes entourés par la législation. Mhm. Mais pratiquement personne ne pense à la législation jusqu'au jour où ils ont un problème, justement, parce qu'ils ont enfreint une législation et se sont fait prendre. C'est là qu'ils disent, ah, il y avait cette loi pour ça. Oui, pratiquement tout est légiféré. Donc ça, c'est ce que j'ai vu, la première chose. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon livre, The Heart of a Cheetah. Mais après que j'ai écrit le livre, je m'aperçois de quelque chose d'autre. Je m'aperçois qu'il y a cette autre chose que pour la plupart d'entre nous, on ne voit pas non plus, mais qui est cruciale. C'est quoi? C'est que moi, je suis au Sénégal, on fait des produits actuellement, comme tous ces produits, vous voyez, c'est des baumes à lèvres, des baumes pour le corps, enfin, toutes sortes de choses, et c'est vendu aux États-Unis. Et comme ça, on arrive à employer des gens aussi, à faire des transferts de technologie, voilà. Mais on a besoin d'avoir de la lumière. On a besoin, par exemple, parce que ça, c'est tout fait en laboratoire. Le laboratoire ne peut jamais se retrouver à plus de 25 degrés Celsius. Mm. Sinon, ça commence à détériorer certains des composants et aussi l'intégrité du produit. Donc, l'énergie. Et pour ça, donc, ça veut dire que j'ai besoin de l'air conditionné dans un Voilà. pays où il fait souvent 45, parfois même très proche des 50 degrés. Ouais. Donc, j'ai besoin de l'air conditionné. Nous avons besoin de d'eau, mais l'eau, elle n'arrive pas magiquement comme ça dans le robinet. Il faut que la pression puisse, il faut qu'il y ait une énergie qui puisse faire en sorte que la Exact. pression existe pour qu'elle puisse monter, qu'on puisse utiliser. Et donc, mais tout ça, et c'est là, en faisant du business en Afrique, les coupures de courant, on a eu tellement de coupures de courant que souvent ça grille les moteurs du matériel. Nous avons des frigos, mais c'est pas des frigos normaux, ce sont des frigos de laboratoire. Vous savez, Instables. donc, Instables. Hein? Ils sont instables à cause que l'énergie n'est pas stable, justement. Voilà. Ça, hein? Et ce sont des frigos extrêmement chers, ce sont des frigos de laboratoire. Vous savez, ce genre-là. Donc, et les clims aussi sont des clims de laboratoire. C'est pas les mêmes clims que vous avez chez vous. Exact. Mais si on n'a pas ça, on peut pas faire notre business correctement. C'est pas Exact. possible. Mais on a eu tellement de coupes de courant. J'ai eu tellement de ces équipements très chers qui sont les moteurs grillés en même pas parfois un mois. On rachète, c'est regrillé. Après, on s'est dit, mais comment on va? Parce que le problème, c'est que les coupeurs de courant, pourquoi? Parce que le grid n'est pas fiable. N'est pas fiable du tout. Exact. N'est pas fiable. Alors, quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que moi, je peux faire du business dans des conditions pareilles? Je m'aperçois que le tailleur, lui aussi, il a la même chose, parce que souvent, on a des tailleurs, ce sont des solo entrepreneurs. Beaucoup de nos vêtements en Afrique sont faits à la manière traditionnelle. Ouais. On achète du tissu, on emmène ça chez notre tailleur. Le tailleur, il a son petit business, donc c'est lui et sa petite machine connectée à l'internet, à l'électricité pour aller plus vite. Sinon, c'est le truc à pédale, là, ça va pas très vite. Et donc, même lui, je lui parle, il me dit, mais tu te plains? Moi, depuis ce matin, je peux rien faire. T'as vu, mes commandes, elles sont là-bas. Ça, c'est de l'argent dont j'ai besoin pour pouvoir envoyer mes enfants à l'école à la fin du mois. Mais donc, je comprends. Je comprends, selon ce que vous dites, là, que vous avez découvert vraiment quelle était la réalité, la problématique majeure qui fait en sorte que même si on arrive avec tout le bagage nord-américain, avec la qualité de laboratoire et d'équipement, que ça ne se transpose pas. Et la problématique, je pense que vous l'avez bien cerné par rapport à l'entreprise privée, la liberté d'entreprise, donc par rapport à une bureaucratie très élevée. Je vous invite à... On va faire une pause. On a 3 segments à l'émission, donc on a terminé le premier segment. Et gardez cet aspect-là. Je vais inviter Rénal aussi à intervenir au retour de la pause. On va toucher cet aspect-là, justement, de la difficulté de faire du travail dans un continent, comme vous le disiez si bien, où le climat est complètement différent et l'exigence que l'on a d'avoir des énergies fiables pour s'assurer que l'aspect socio-économique puisse justement se développer. Alors, au retour de la pause, on continue là-dessus.
Alors, on est de retour à notre balado Réalisme climatique. On est avec deux invités importants. Donc, professeur Rénal Duberger, qui est toujours avec nous pendant chaque émission. Et aujourd'hui, nous avons Magatte Wade, qui est une entrepreneure qui est vraiment très énergique. Et c'est un peu le but de l'objectif de la rencontre, c'est qu'on puisse expliquer ou exprimer quelles sont les réalités de développement économique, différences culturelles. Et je pense que votre parcours personnel est vraiment très enrichissant là-dessus. D'ailleurs, récemment, vous aviez une conférence qui avait pour titre « Pourquoi la propriété change tout, ressources, droits et voies vers la prospérité ». Alors peut-être pour poursuivre sur l'élan dont vous aviez juste avant la pause, peut-être ramener cet aspect-là, voir par rapport à ce que vous disiez là. Oui, non, c'est ce que, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, mais donc moi j'ai eu ce problème-là au niveau de mon business. Le tailleur me dit qu'il a le même problème, mais après on se retrouve à l'hôpital où il y a une opération qui devait avoir lieu, ça va pas avoir lieu parce que Oui, eux aussi, il y a des problèmes. La santé. Voilà, il y a le courant, parce que quand le courant part, on ne sait pas s'il est parti pour 3 secondes et qu'il va revenir pour 3 secondes et repartir pour 2 minutes ou pour 5 minutes ou pour toute la journée ou pour 2 jours, ou on ne sait pas. On sait pas. Mon expérience personnelle en Afrique, quand j'étais là pendant une semaine, ils n'avaient pas d'électricité depuis 9 mois lorsque j'étais là. Donc, il faut imaginer un peu que... Non, exactement. Donc, à l'hôpital, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui devait avoir dans le petit village, là, au moins, il y avait... le maire s'est débrouillé pour avoir au moins un petit centre de santé qui fait plus que juste donner des pilules aux gens. Donc, il devait avoir une petite procédure qui devait être faite, mais on sait qu'elle ne pourra pas être faite parce que, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir du courant fiable. Et le problème, c'est que normalement, après, les gens, ils disent, ah, mais normalement, vous devez avoir un générateur diesel, donc justement pour au cas où. Oui. Mais souvent, c'est des budgets que nos petites mairies dans les petits villages n'ont pas parce que c'est de l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit à la famille, écoutez, nous, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir de l'énergie, il vaut mieux que vous l'envoyiez à la capitale, à Dakar dans ce cas, parce que là-bas, au moins, il y a des gros hôpitaux où au moins ils auront justement ces générateurs avec du diesel, ils ont ce budget-là. Mais maintenant, vous avez cette personne-là qui n'est vraiment pas bien. Il faudrait surtout pas la mettre dans l'ambulance parce que quand on dit ambulance, c'est pas ambulance comme ici. C'est vraiment l'ambulance va certainement vous finir. Donc, il faudrait pas qu'elle bouge, mais elle va devoir partir. C'est ça, ou alors c'est mourir ici ou mourir là-bas, ou mourir en chemin peut-être. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que l'hôpital me dit. Après, je vais essayer d'acheter un yaourt ou quelque chose comme ça dans le petit magasin, un des magasins qui a peut-être un congélateur et qui vend des choses congelées ou froides et qui me dit que non, elle aussi, son congélateur. Tout est décongelé. On sait comment les gens se plaignent dans nos pays là quand on a des blackouts au Canada ou aux États-Unis. Les rares fois où on perd le courant, les gens, ce qui les énerve le plus, c'est qu'ils ont perdu toute la nourriture qui était dans leur congélateur, dans le frigo, quand ça se passe. Mais là, c'est son business. Elle a dû acheter l'inventaire à l'avance. Donc, elle l'achète d'abord. Après, elle le revend. Mais là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Tout est décongelé, tout est grillé, tout est foutu. Et parfois, vous avez des familles qui disent « Ah non, 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 moi, c'est de la nourriture. Je peux pas me permettre de perdre ça. » Donc, ils consomment quand même cette nourriture. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ils vont être malades. Ouais. On se retrouve à l'hôpital. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Je vous parle pas aussi des enfants qui peuvent pas étudier correctement parce que il n'y a pas d'électricité, ou alors des enfants qui se font comment on appelle ça, qui se font mordre par des serpents parce qu'ils vivent dans des petits villages où il n'y a pas de lumière. Donc le soir, dès qu'il fait nuit, il y a plutôt intérêt à être vraiment enfermé derrière les portes, derrière les chambres, parce que dehors, il y a les scorpions, il y a les serpents, voilà. Donc, c'est vraiment ça la réalité. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que nous avons montré dans In the Dark, le petit documentaire que John Hobson a fait, qu'on a fait avec John Hobson, et vous le verriez, on est retourné dans ce petit village où les gens nous montraient sur leur téléphone le serpent qu'ils ont chopé dernièrement. Donc tout ça, ce sont des réalités, les gens ne se rendent pas compte, mais ça, c'est les réalités des gens qui vivent comme nous, quoi. Et donc, en Afrique, il faut savoir que 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et que 800 000 personnes par an meurent à cause de la pollution intérieure, qui est due au fait que les gens
bah, ils n'ont pas ils ont pas de, ils ont Ventilation, pas de donc, gazinière au gaz, oui, ils n'ont pas de gazinière au gaz ni à l'électricité, et donc ils brûlent des biomasses, et ça, c'est vraiment, ça leur grille les poumons, quoi. Donc, en fait, vous voyez, c'est vraiment tout ça, et c'est pour ça que pour moi, quand les gens sont là à me parler de l'énergie fossile, et qui sont là à dire, ah non, 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 plus d'énergie fossile ni rien, j'ai envie de leur dire, mais quand vous faites ça et quand vous êtes là à promouvoir ce genre de policies, vraiment, vous êtes là à condamner toutes ces personnes à la mort ou mm, alors à ne pas pouvoir se développer correctement. exact. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que c'est OK pour vous d'avoir de l'air conditionné? C'est OK pour vous d'avoir du chauffage? Parce que Et d'avoir du chauffage en hiver au Canada, c'est vital. de me dire que je n'ai pas le droit d'avoir de l'air conditionné dans des pays comme les miens où il fait Exact. souvent 45-50 degrés, ce serait la même chose que de me dire qu'au Canada, vous n'avez pas le droit d'avoir accès au chauffage dans des climats où il fait L'hiver. -5, -10, -20. C'est la même chose. C'est la même cruauté. C'est la même cruauté. Mais c'est le même impact, parce que dans le fond, le discours de propagande, Rénal pourra se joindre à nous avec ce sujet-là. Donc, quand on nous interdit d'utiliser les énergies, justement, pour conserver le confort que l'on a, au nom d'une propagande mensongère, ben, on fait un double impact. C'est qu'on est en train de dire à l'Occident d'arrêter sa consommation, ce qui est une aberration. Et en même temps, ça n'a aucun impact sur le climat. Pourtant, ça a un impact socio-économique, et là, vous le décrivez bien, dans des pays d'extrême pauvreté, comme dans les pays d'Afrique, là. Et sur les gens, Richard, parce que tout à l'heure, vous disiez le confort, mais si ce n'était que le confort, Ben et les ici, gens pour ont le ici. droit au confort, Et mais ça, si ce n'était que le confort, c'est mais là, on vital. parle de vies humaines. Exact. Là, je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes de canicule qu'il y a eu en Europe. Oui. Moi, ça me donne envie de rigoler, mais sauf que je ne rigole pas parce que c'est tragique. Mais de les voir, et ce que je trouve ironique, c'est le fait que dès qu'il y a une canicule, c'est tout ce dont parlent les journaux, Oui. c'est tout ce dont parlent les médias, c'est tout ce dont parle tout le monde. Et pour eux, la canicule, c'est quoi? C'est quand il fait 35, 39, 40. Vous voyez, dans ces températures-là, tout le monde commence à s'exciter. Parce que quand on est dans un pays comme la France, par exemple, où ils sont à 20 ou 25% des buildings qui ont l'air conditionné, qui ont la clim, je peux comprendre que, bah oui, ils le sentent. Quand il fait des chaleurs comme ça, ils sentent la chaleur passer. Mais ils ont eu des milliers de morts. Et Ils ont leur eu des politique, milliers de morts, justement. surtout les vieilles personnes. En France, on a interdit aux entrepreneurs de développer des immeubles avec la climatisation. Je pense qu'il y a un hôpital qui a été bâti tout moderne, avec aucune À climatisation. Nantes. Donc, il y a une C'était à Nantes. psychose un peu qui est créée, mais ça entretient ça aussi, en fait, Mhm. cet aspect ou ce message propagandiste qui vient qui vient remplir les esprits des jeunes. On le voit ici. Là, les jeunes pensent que la Terre va mourir. Hein? Reynald, t'en sais quelque chose pour avoir enseigné plusieurs années comment les jeunes ont ce réflexe-là sans comprendre quels sont les enjeux ou les impacts. En fait, Richard, j'admire le portrait que vient de nous faire notre ami Magat Oui. sur l'Afrique, et c'est très cohérent avec ce que moi j'ai vu en Afrique. Mm-hmm. Je suis un professeur d'université, je suis ingénieur géologue, j'ai formé des ingénieurs géologues qui créent de la richesse, qui font de l'exploration minière, pétrolière et tout ça. Et j'ai mené quelques projets en Afrique. Mon expérience en Afrique est quand même assez limitée. Au Rwanda en particulier, et au Burkina Faso. Et il y a certains points que Magat a soulignés que moi j'aimerais ramener. La bureaucratie des Français, du colon français, a été, je pense, imprégnée en Afrique, et il y a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle dans certains pays africains qui sont dus à cette bureaucratie-là. Moi, je pense que une des solutions de la pauvreté, parce que sur tous les continents, la pauvreté a régressé au cours des dernières
décennies, sauf en Afrique. Hmm. Et Magatte a souligné des choses importantes sur la question de l'énergie. On refuse présentement à beaucoup de pays d'Afrique l'accès à la seule énergie bon marché qui peuvent se payer, celle des carburants fossiles, Mhm. sous prétexte de sauver la planète, sauver le climat. Et ça, c'est honteux. Je pense que les climato-alarmistes, le lobby climato-alarmiste a du sang sur les mains. Exact. Il y a plus qu'1 million de personnes en Afrique chaque année qui meurent parce que ce qu'on appelle le dirty cooking, Magatte l'a souligné, des gens qui n'ont pas d'électricité font la cuisine à l'intérieur sur des réchauds, Ouais. au charbon de bois, toute matière organique. J'ai même vu au Yémen, c'est pas en Afrique, mais c'est quand même analogue, des excréments humains séchés Ouais. servir de carburant. Alors les gens, ces gens-là respirent du monoxyde de carbone, s'empoisonnent, et il y a plus qu'1,5 million, surtout des femmes et des enfants qui meurent chaque année par dirty cooking. Et ça, il faut le dire haut et fort, Exact. parce que ces gens-là qui empêchent le développement économique de tout un continent sous prétexte de sauver la planète sont des criminels. Mhm. Mhm. Non, je pense que c'est... Non, merci Rénal, et je pense que c'est très important de dire ça, et ça me ramène, et ce que je trouve encore aussi de ce côté-là ironique, et ça me ramène à votre premier ministre, qui à Davos, je crois que c'était Davos dernier, là, il a eu l'audace d'utiliser Václav Havel comme une inspiration. Oui. Václav Havel, pour ceux qui ne savent pas, c'était un essayiste tchèque et qui est devenu le premier président de la République de Tchécoslovaquie libre. Mais donc c'est un essayiste et donc il avait fait cet essai qui était, I think que ça s'appelait The Power of a Powerless, donc le pouvoir des gens sans pouvoir. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'était très clair. C'était la scène s'ouvrait avec l'étalage d'un marchand de fruits. Et et il y avait une pancarte à la fenêtre qui disait Travailleurs du monde, unissez-vous. Ou unissons-nous. Et à l'époque, il fallait absolument mettre ce signe à la fenêtre, parce que sinon, les communistes de l'époque allaient dire que donc vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et donc, vous savez que dans des régimes comme ça, on suit la ligne, ou alors on a la tête coupée, quoi, quelque part, ou on nous envoie au goulag, ou je sais pas où. Bref, alors tout le monde faisait ça, non pas parce qu'ils y croyaient, ou parce qu'ils étaient adhérents, mais parce que si on ne fait pas ça, on sait où on va se retrouver. Et donc, aujourd'hui, et pour Comet d'utiliser ça aujourd'hui, à la World Economic Forum, comme une inspiration, j'ai envie de dire, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une ironie, c'est l'ironie extrême ici. Ce sont les puissants de ce monde qui se rejoignent, qui se réunissent en Suisse, à Davos, et qui soi-disant parlent au nom des pauvres, au nom des non-puissants de ce monde, au nom des pauvres. Et oui, donc on va les aider. Et on parle en leur nom, en promouvant le net zero. Exact, qui est absurde. Wow. I'm like, wow. Ça, j'arrive toujours pas à m'en remettre. S'il avait compris quoi que ce soit de Václav Havel, il aurait fait l'inverse. L'alarmisme climatique, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, et il faut absolument qu'on montre au reste du monde que c'est un mensonge, parce que de ça dépend la vie de millions et de millions de personnes chaque année. Exact. De ça dépend le développement de tout un continent. N'est-ce pas? Et donc ça m'a... Et on les voyait dans la pièce, tous à se congratuler comme ça, alors que je crois que s'ils avaient
moi, je sais pas si les gens au Canada en parlent, mais moi, ça m'a choqué. Mais en fait, notre premier ministre, là, notre premier ministre incarné, comme on l'appelle ici, est derrière cette stratégie-là de contrôle de l'agenda. Hein. C'est un mondialiste, il est là pour pousser la taxe carbone et tout le reste. Mais depuis qu'il est premier ministre, il essaie de tergiverser. On voit que la pression vient des États-Unis. On a la chance d'avoir un pays très puissant à côté de nous. Et les politiques qui ont été mises de l'avant par Chris Wright, là, qui est le ministre de l'Énergie du président Trump, sont tout à fait dans cette réforme que l'on souhaite tant. Rénal et moi, on était à Washington là, avec le Heartland Institute il y a plusieurs mois pour justement faire le point sur cette situation-là. Moi, j'ai été soufflé de voir comment les États-Unis ont pris un leadership vers le bon sens. Et ça, maintenant, ça fait une pression énorme sur le Canada. Il y a des problématiques au niveau de la négociation économique. Là, on est dans les tarifs avec M. Trump, comme on le comprend souvent. Mais derrière ça, il y a toute cette guerre contre l'arrêt du développement économique qui est très sain, non seulement pour des pays comme l'Afrique et le développement international, mais même ici, pour nos entreprises, on est en train de tuer l'entrepreneuriat, de tuer l'économie carrément, parce que les Canadiens, qui sont très riches depuis toujours, depuis quelques années, vivent des situations problématiques majeures au niveau de l'hébergement, de l'alimentation, de l'emploi. La classe moyenne est en train de fondre comme neige au soleil. Donc, ça rejoint tout à fait votre point par rapport à notre premier ministre. Là. Et en ça aussi, Richard, ça me permet de raconter une histoire. Parce que les gens qui écoutent, je ne sais pas quelle est votre audience, mais moi, je suis souvent appelée à parler des audiences qui sont jamais forcément posé les questions sur tout ça. Oui. Parce qu'il faut le reconnaître, hein, pour la plupart d'entre nous, nous avons tous des vies à vivre. Et c'est vrai que tout ce qui est législation et tout ce qui est énergie, pour la plupart, c'est invisible, hein. Et donc, j'étais à l'université, je crois que c'était c'était quelque part au Canada. Et j'ai demandé aux élèves, où est-ce que vous voyez l'énergie dans cette pièce? Et évidemment, ils pointent le micro dans lequel je parle, ils pointent les lumières en haut, ils pointent, à l'époque, il faisait froid, donc il y avait le chauffage qui était là, donc le chauffage. Et puis, ça s'arrêtait pratiquement là. Ça s'arrêtait là. Je leur ai dit, bah non, j'imagine que vous vous êtes lavé aujourd'hui, donc savon, certainement shampoing, Eau et chaude. puis vous les dames, certainement du maquillage, du vernis, mais tout ça, c'est d'énergie derrière, parce que le shampoing, on doit mélanger des huiles avec des wax, avec de l'eau. Ça doit être chauffé, mixé, tout ça. Pareil pour vos produits de maquillage. Pareil et puis je leur dis, bah, vos vêtements, c'est la même chose. L'énergie est passée par là. La moquette qu'on a au sol, c'est la même chose. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis. La nourriture que vous mangez, parce que souvent on a besoin des fertilizers, c'est la même chose. Voilà. Et puis donc, ils étaient là, les yeux comme ça, quoi. Comme ça, parce que c'est vrai, on se rend pas compte, mais l'énergie est partout. Partout. Donc, si on va être contre l'énergie et qu'on est vraiment sérieux vis-à-vis de ça et qu'on ne demande pas seulement aux autres de ne pas le faire, il faut se mettre tout nu pour commencer, arrêter de manger. Et puis, voilà, je veux dire, c'est vraiment ça que ça veut dire. Hein. Et avec les jeunes, parler de leur téléphone cellulaire, là. Ça, on ne peut pas s'en séparer. Donc, on leur dit, vous n'avez plus de téléphone cellulaire. Là. Voilà. Je pense que certains d'entre eux seraient prêts à être nus à ne pas manger quand ils entendent le téléphone. Mais il faudra dire que le téléphone aussi s'en va. Et voilà, en et là, premier. je crois qu'ils commencent à se dire, hein, qu'est-ce que tu as dit? Exact. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut rééduquer les plus jeunes qui ont été vraiment, ils ont eu un lavage de cerveau complet, on le constate, mais aussi forcer les plus vieux comme nous à cesser d'embarquer dans cette espèce de supercherie de climato-hystérie qu'on connaît depuis 30 ans. Et je pense qu'actuellement, on a une opportunité. Qu'est-ce que vous diriez qu'il serait temps de faire? Quel serait le message que vous voudriez transmettre justement à ceux qui essaient de promouvoir cet agenda-là? Non, je pense que c'est le moment de redoubler l'effort. Et puis, surtout, il ne faut pas tomber dans le... Il ne faut pas tomber, vous savez, quand la pendule swing, il faut pas tomber dans le...
dans le Schadenfreude. Faut pas tomber non plus dans la vengeance. Parce que souvent, Ouais. ça, je le vois. Quand il y a une supercherie qui a été en place pendant très longtemps, Mhm. on a tendance souvent à peut-être taper, mais taper trop fort dans l'autre sens. Donc, il faut vraiment se garder d'être... et ça, c'est quelque chose que j'apprécie avec notre secrétaire de l'énergie ici aux États-Unis, Chris Wright. Ouais. C'est quelqu'un qui reste toujours énormément positif. Donc, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il a à dire et il base tout sur les chiffres, il est vraiment sérieux sur tout ce qui concerne les données. Donc, il est vraiment sérieux là. Je crois pas qu'on peut corriger cet homme-là sur aucune des données qu'il utilise. Il est très sérieux là-dessus. De toute façon, c'est son background. Ouais. Mais la raison pour laquelle je pense que quelqu'un comme Chris a été vraiment efficace et continue d'être efficace, c'est parce que il ne mâche pas ses mots, c'est vrai. Il dit les choses comme elles devraient être dites, mais il y a toujours cette compassion et il est toujours prêt à accueillir quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément compris, qui a peut-être accepté cette supercherie, mais donc il faut vraiment y aller avec de la compassion, mais il faut redoubler d'efforts, mais ne pas tomber dans... je sais pas comment expliquer ça. Je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Mais ce que je dirais, c'est... On réagit à la propagande, au mensonge, mais on doit rester dans la vérité et ramener les choses de façon positive pour revenir à une société qui soit équilibrée Voilà. comme on l'a connu. Voilà. Et avoir de la compassion et ne pas être tenté de dire ah mais vous êtes tellement bête, c'est pour ça que vous avez cru à ça ou alors Non, ouais, absolument. mais qu'est-ce que voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment rester sobre et rester humble et y aller avec la compassion, mettre sa compassion en avant et ses données derrière, avancer avec les deux, mais dans cet ordre-là, à mon avis. Et si on résume le deuxième segment qui se termine, on peut parler que l'énergie doit être fiable, abondante et abordable pour qu'on puisse justement tabler sur une capacité de développement, de maintien du développement comme on le connaît en Amérique et aussi de développement dans le contexte des pays en voie de développement, justement. Après la pause, on pourra poursuivre notre discussion. J'aurai sûrement des questions différentes, mais j'inviterai aussi Rénal à nous partager ses questions par rapport à cette réalité-là. Alors, au retour, on continue. Alors, de retour à notre balado Réalisme climatique. Comme vous le savez, c'est un balado qui a été mis sur pied il y a très récemment, au mois de juin 2026, parce que au Québec, donc en français, il n'y a pas beaucoup de documentation qui circule à notre avis. On a Rénal Duberger qui tient le phare, on en parlait déjà il y a une quinzaine d'années à la radio ici. Donc, on veut s'assurer qu'on ait cherché les expertises internationales et c'est passionnant d'entendre Magatte Wade qui nous décrit un peu son expérience. Et je vous invite, Magatte, à poursuivre avec quels sont les objectifs qu'on devrait mettre pour le dernier segment, là, quels sont les objectifs qu'on devrait mettre de l'avant, justement, pour s'assurer d'aller chercher la population qui a été trop longtemps maintenue dans l'ignorance et dans le mensonge. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec notre jeunesse actuelle, n'est-ce pas? Parce que Ouais. elle est très influente et c'est normal que la jeunesse soit influente. Mais je pense que c'est très important d'arriver à les prendre, à les aborder depuis là où ils se trouvent. Donc vraiment, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, hein. Je sais que ça peut être, malgré tout ce que nous venons de dire, malgré le fait que nous savons exactement ce que veut dire le non-accès
à de l'énergie qui est fiable, abondante et à prix abordable. Nous tous, nous savons ce que ça veut dire. On en a parlé dans les deux premiers segments. Et on sait que souvent, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Donc, on sait que c'est très sérieux. Mais il ne faut pas que nous laissions il ne faut pas qu'on se laisse emporter justement par ça. Il faut toujours approcher les choses avec compassion. Donc, pour moi, c'est une question de vraiment m'adresser à cette jeunesse, lui parler. Mais aussi, il y a aussi ces gatekeepers. Il y a ces gatekeepers qui se trouvent un peu dans... Donc, je fais toujours la différence entre les gens qui ont de l'intégrité intellectuelle et ceux qui n'en ont pas. Ouais. Ceux qui n'ont pas d'intégrité intellectuelle, en général, je ne perds pas mon temps avec ces gens-là. Exact. Ces gens-là, je sais que ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que les gens qui ont de l'intégrité intellectuelle changent d'avis pour que cet avis devienne la norme. Et quand ça devient la norme, ils vont retourner leur veste pour suivre le convoi. La nouvelle tendance. Avec ces gens-là, je ne perds pas mon temps. Donc, je pense que c'est toujours très important pour nous de discerner qui a de l'intégrité intellectuelle et qui n'en a pas. Et par contre, et je pense que les jeunes ont de l'intégrité intellectuelle. Ils ont peut-être pas toujours beaucoup d'intellectualité, mais les jeunes en général se comportent comme ils se comportent parce que sont des gens qui care. Ils en ont quelque chose à faire des gens. Ils en ont quelque chose à faire du monde. Ils ont soif. Quelque chose à faire. Ils ont une soif d'apprendre, mais aussi d'être orientés vers la vérité, vers des choses concrètes, prouvées. Oui. Si on leur montre quelque chose de différent et qu'ils se disent ça c'est différent, mais je vois pourquoi la raison. C'est des gens qui sont ils changent, ils viennent vous rejoindre parce qu'ils sont après la vérité. Exact. Mais par contre, certains de leurs professeurs ne sont pas après la vérité. Eux, ces gens-là sont dans des tranchées. Je vais dire la vérité, certainement, ça veut dire l'inverse de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils ont pu mettre en avant. Donc, ces gens-là, c'est pas dans leur intérêt que les choses changent. Donc, moi, je vais toujours vers ces personnes qui ont vraiment de l'intégrité intellectuelle. Et donc, je disais, les jeunes l'ont. Il y a certaines organisations qui, peut-être aujourd'hui, disent du n'importe quoi, mais on sait qu'il y a quand même de l'intégrité intellectuelle là-bas. Donc, ça vaut le coup d'aller parler au leadership dans des endroits comme ça, ou des gens qui y travaillent. Donc, à chacun d'entre nous de vraiment faire cette différenciation-là. Et au-delà de l'intégrité intellectuelle, s'adresser à des groupes qui, vraiment qui vraiment en ont quelque chose à faire de l'Afrique, dans mon cas, ou alors en ont quelque chose à faire de l'humanité et des gens qui vraiment en ont quelque chose à faire que Reynald ou Richard ou Magatte, qui que nous sommes, qui que nous puissions être, des gens qui croient que nous avons le droit au bonheur, nous avons le droit à l'épanouissement et ils veulent voir l'épanouissement humain. Donc, moi, c'est sur ce genre de personnes-là que je me concentre. Des gens qui travaillent et qui contribuent à l'état de droit, qu'on prend pour acquis, mais qui est de plus en plus attaqué de toutes parts. Absolument. Donc, ça, c'était du côté de l'énergie. C'est à ce genre de personnes que je m'adresse. Et je pense que c'est aussi très important quand je disais, il faut prendre les gens depuis là où ils se trouvent. C'est-à-dire que souvent, le problème que nous avons, il faut savoir quand utiliser et quand commencer avec les données. Moi, vous ne me verrez jamais dans un débat où tout ce que je vais vous balancer, c'est des chiffres. En général, je vais avoir tendance à envoyer peut-être 2-3 chiffres bien placés, mais le reste du temps, je fais une seule chose, je partage mon histoire. Et je pense que nous avons tous des histoires. Nous avons tous des histoires de pauvreté énergétique et nous avons tous des histoires à partager qui démontrent ce que fait la pauvreté énergétique. Je pense qu'on a tous des histoires. Et souvent, c'est ce que je fais. Nous sommes des êtres sociaux. Cette rationalité-là, le problème que nous avons, c'est que c'est un thème où si les gens ne sont pas vraiment scientifiques, ils auront du mal à suivre ce dont vous voulez parler. Donc, c'est pour ça que moi, j'élimine cette partie-là. J'en parle avec les gens qui peuvent vraiment soutenir ce genre de discussion. Mais sinon, j'essaie de rejoindre les gens là où ils peuvent me comprendre. Et d'une personne humaine à une autre personne humaine, on a compté sur le storytelling depuis la nuit des temps. Et moi, c'est sur ça que je m'appuie.
Et si on prend justement les jeunes qui vivent dépression, suicide, hein, ils se font attirer par le socialisme, donc à l'encontre de l'État de droit, quelles sont leurs perspectives d'avenir lorsqu'on les a conditionnés à s'alarmer sur la pseudo-destruction de la Terre par des mensonges comme l'inatteignable, par exemple, zéro émission nette de CO2 d'ici 2050? C'est très spécifique. Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à cet aspect-là, justement, qui est central dans la propagande alarmiste, là? Oui. Bah, moi, je vais vous dire ce que je partage avec eux. C'est que je pense qu'au bout du compte, c'est Thomas Sowell qui le disait toujours. Il disait toujours, Thomas Sowell, il est encore parmi nous, Dieu merci. Mais Thomas Sowell, une de ses grandes, ce que j'aime le plus de ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des trade-offs. Je sais plus comment on dit ça en français. Ben, des échanges, en fait. Des échanges, voilà. Dans la vie, voilà, c'est que ça. C'est que, voilà. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de solution pure, mais il y a toujours, donc, quand on prend une décision, il y a ce qu'on a, mais il y a ce qu'on laisse de côté aussi. Et donc, et pour moi, souvent, c'est ce que je pense que le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui ont trop longtemps vécu dans le tout est blanc ou tout est noir. En ne comprenant pas qu'il y a plus de versions de gris que de noir ou de blanc. Et donc, mon objectif souvent, c'est de les faire amener à ça. OK, j'entends toute ton anxiété par rapport au climat. Et maintenant, laisse-moi... Et j'entends ça, et moi aussi, ça m'inquiète, et moi aussi, ça m'a inquiété, parce que j'étais vraiment dans tout ça, moi aussi. Oui. Il faut reconnaître ça. Et à partir de là, je commence à leur parler de ma propre journée, mon propre parcours à moi-même. Comment est-ce que je suis partie d'être quelqu'un qui vraiment... C'est vrai, hein, cette histoire de climat là me rendait anxieuse. Anxieuse, ben oui. Il faut savoir que j'étais communiste avant. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est important de le dire. Oui, j'étais communiste avant. Et pourquoi? Et j'avais horreur des grosses corporations. Ouais. Les multinationales, n'en parlons pas. Le business, j'étais suspicieuse. Je détestais tout ce qui était station d'essence, donc Shell. Je détestais. Donc, pour moi, tout ce qui était oil and gas, et j'étais souvent, et je me souviens, je vous avais dit que j'étais chasseuse de tête dans la finance. Ouais. J'étais OK de travailler pour des compagnies comme Google ou Netflix, mais Exxon et compagnie. mais chez Chevron, parce que Chevron, quand j'étais en Californie, Chevron qui était dans la baie Est, Ouais. dans la baie Est de la Bay Area, ils étaient sur la baie Est. Quand Chevron avait besoin de quelque chose, moi, je ne voulais pas de Chevron en client. Je prends pas Chevron en client. Ce serait vendre mon âme. C'était vendre mon âme. Il est hors de question que je travaille pour des hydrocarbures, que j'aide une société d'hydrocarbures. Hors de question. Vous ne m'auriez jamais vu morte là-bas. C'est pas possible. Donc voilà d'où je venais. Donc moi, je comprends ce que disent tous ces jeunes. Exact. Moi, je comprends tout ça. Donc je leur explique mon parcours. Comment est-ce que j'ai commencé là? Et comment j'en suis arrivée à l'idée que j'ai aujourd'hui. Et tout ça, c'était un simple vécu. Donc, c'est une histoire. C'était du réalisme. Exact. Quand je leur ai dit que moi, et je vais vous dire, c'était quand le moment crucial pour moi. Oui, c'est intéressant. C'était quand un jour, je parlais à cette personne à propos, on parlait de l'énergie, on parlait de l'environnement en général. Et on parlait de plein de choses, mais surtout, c'était l'environnement. Et puis, je sais pas comment c'est venu, mais à un moment, j'ai dit à cette personne, il y avait cette discussion, et ça a commencé à devenir très, très chaud, cette histoire. Et je regarde cette personne dans les yeux, et je lui dis, donc tu es en train de me dire que si tu avais le choix entre sauver un puppy, donc un bébé chien, Ouais. ou un bébé, tu vas sauver le puppy. C'est ça que tu es en train de me dire? Cette personne-là était incapable de me répondre. Mais pas du tout. Oh, bien sûr que je sauve le bébé. Incapable. Mais le fait que cette personne était incapable de me répondre m'a dit que sa réponse, normalement, s'il avait vu dans mes yeux que je pensais comme lui, que cette personne-là m'aurait dit, mais bien sûr, moi je sauve le papy. Mais d'ailleurs, on attaque l'agriculture, on attaque la vie, on a trop d'humains sur Terre. C'est ça la propagande qu'on nous sert. C'est ça.
Et c'est là que j'ai commencé justement à entendre toutes ces questions de malthusianisme. Ouais. Parce que moi, avant tout ça, là, j'en entendais pas parler. C'est là que j'ai entendu cette histoire de malthusianisme. C'est là où j'ai commencé à entendre parler de ce bête-là, de qui avait eu entre Paul Ehrlich et quelqu'un comme Julian Simon. Julian Simon qui lui dit que l'être humain, c'est la ressource ultime. Et l'autre qui lui dit que non, 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 il y a trop de gens sur cette terre et que voilà, de toute façon, on va pas avoir suffisamment de matière pour tout le monde. Exact. Donc voilà. Et donc c'est là où j'ai commencé à vraiment être. Et c'était cette discussion avec mon ami là où tout d'un coup, je voyais devant moi quelqu'un qui me disait que s'il n'avait le choix de sauver qu'un des deux, bébé ou le bébé chien, il va préférer le bébé chien. Le fait qu'il n'ait pas répondu m'a dit que c'est ce qu'il préférait. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens comme ça. Et j'ai commencé à rentrer dans ce monde et c'est là que je me suis dit waouh. Et souvent, qu'est-ce que c'est? C'est tous ces gens-là qui se disent environnementalistes. C'est tous ces gens-là qui se disent on est là au nom de la nature. Exact. Et quand j'ai compris que la nature pour eux était plus important que l'homme et que l'homme ne faisait même pas partie de la nature, là j'ai dit mais on a un problème. Voilà. On a vraiment un problème. Donc, quand on met ça, en plus de ça, rajoute ça à ma foi et compagnie, là, on commence à vraiment avoir un gros problème. Donc, c'est ça qui fait que j'ai commencé à me dire, mais attendez, ces gens-là, ces environnementalistes, mais qui me disent qu'ils sont pour l'environnement, pour la nature, mais que visiblement, l'homme n'en fait pas partie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai commencé à regarder dans tout ça. Et c'est là que je me suis dit, wow! Et une chose m'en a une autre. Évidemment, j'avais cette question d'énergie que j'avais remarquée déjà, mais j'avais jamais pensé à intellectualiser quoi que ce soit vis-à-vis de l'énergie. Mais je suis rentrée, moi, dans tout ça par cette porte. Ouais. Par cette porte, quand j'ai posé à mon ami cette question et qu'il était infichu de me répondre, et que du coup, ça m'a fait rentrer dans l'histoire de malthusianisme et compagnie, et que souvent, c'était les mêmes soi-disant environnementalistes. Ils allaient pleurer pour un chat qui est mort, mais pas pour un bébé mort. Donc là, on a un problème. Et c'est comme ça, et donc c'est ça qui m'a ramené aussi à la question de comment ces gens-là, quelque part aussi, ont commencé à utiliser l'énergie et le climato-alarmisme pour justement repousser certains... Et à un moment, on commence à se dire, mais waouh! Et donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est histoire après histoire après histoire, vraiment partager avec les gens mon parcours intellectuel, comment j'ai commencé là, mais j'en suis arrivée ici. Et tout ça, c'était juste simplement par du vécu. Et du vécu qui, d'abord, je le vis. Ensuite, je me demande, est-ce que c'est une anecdote ou est-ce qu'il y a des réalités derrière tout ça? Il y a beaucoup de réalités dans tout ça. Voilà, et quand on recherche, est-ce que c'est une anecdote où il y a vraiment quelque chose de systémique, là, c'est là où on commence à lire des livres. Et puis bon, moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien, quand je lis une opinion, j'aime bien en général lire l'opinion complètement opposée et les opinions entre les deux. Et après, je me fais ma propre idée par rapport à tout ça. Et moi, en fait, c'est comme ça que... Et donc, mais par contre, ça, c'est ce que je partage avec les jeunes. Donc, je m'attends pas à ce qu'ils doivent faire le même parcours intellectuel que moi, mais je partage les moments clés de mon évolution intellectuelle, tel que ça a été influencé par mon vécu normal de tous les jours. Donc, moi, c'est comme ça que j'arrive aux idées. J'arrive aux idées par quelque chose que je vis. Et après, ça ouvre toute une boîte de Pandore qui m'emmène dans toutes les directions, historiques, scientifiques, philosophiques, tout ce qu'on veut. Maguette, c'est extrêmement passionnant, tout ça. Nous, l'heure est passée en temps de le dire. On doit malheureusement respecter un horaire. Je vous laisse le mot de la fin pour justement conclure pour donner de l'espoir aux gens qui nous écoutent par rapport à ce qu'on décrit, qui est quand même très négatif, mais qui doit être fait. On est dans le réalisme, dont on veut que les gens comprennent qu'il y a une réalité qui doit reprendre le dessus de l'agenda. Donc, je vous invite à nous présenter le mot de la fin. Rénal, n'hésite pas à intervenir aussi. On a 2 minutes devant nous pour conclure. Bon, j'ai 2 minutes. On a 2 minutes en tout, donc vas-y avec le mot de la fin et après ça, je vais inviter Maguette à terminer. Juste une expérience que j'ai vécue en Afrique. Oui. J'ai mené un projet au Burkina Faso. Avant que j'intervienne avec mes 2 collègues de l'UQAC dans un projet sur les eaux souterraines du Burkina Faso, les forages d'eau potable n'avaient que 2 à 3 % de succès. Et après notre intervention, on avait 75 à 80 % de succès. Bon, puis on a formé des étudiants burkinabés à la recherche d'eau potable et ils ont
exporter leur expertise dans les pays limitrophes. Wow. Et quand je voyais le matin, à 6 heures du matin, au puits, des femmes aux mains calleuses qui me serraient la main, elles avaient marché des kilomètres pour aller chercher de l'eau qui n'était souvent pas potable. Et je dis aux climato-alarmistes, osez regarder ces femmes-là dans les yeux et dites-leur que le réchauffement climatique, c'est le problème de la planète, pendant que ces femmes-là ont marché des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Exact. Osez leur dire ça. Ça rejoint, Alors, ça rejoint tout à c'est fait ma ce que conclusion à moi. Magathe me mentionnait justement sur cet aspect-là. Là. C'est vraiment ce discours-là qu'il faut changer. Là. Yeah, non, vraiment. Vraiment. Et merci, Reynald, pour ça. Mon mot de la fin est très simple. Hein. Je retournerai toujours à ce que mon père me dit toujours. Criticize by creating. Critique par la création. Nous savons tous que cette histoire de climato-alarmisme, je ne sais même pas comment dire ça en français, mais nous savons maintenant la vérité. Oui, et voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que c'était très important de donner ma voix à l'organisation qui s'appelle la prospérité et pas la pauvreté. Donc Prosperity Not Poverty, c'est notre manière à nous de critiquer par la création. En créant ça, on donne aux gens une alternative par rapport à ce problème. Donc, c'est un endroit où on partage avec les gens la bonne histoire vis-à-vis de l'énergie et ce que l'énergie fait pour les gens à travers le monde, surtout parmi les plus démunis d'entre nous qui se trouvent malheureusement toujours en Afrique. Donc, c'est surtout ça. Donc, venez, nous avons des histoires différentes à vous raconter et surtout, nous avons des choses à vous faire qui contribuent à la solution parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc voilà. Un grand merci, Magathe, de vous être joint à nous. On devait faire le travail la semaine dernière, a eu un contretemps, mais on est très heureux d'avoir réussi à le faire. J'invite les gens à la maison à googler votre nom. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de vidéos. C'est très enrichissant, très intéressant. Surtout, vous procurez le livre « The Art of the Cheetah ». Je pense que avec tout ça, les gens vont avoir suffisamment de questions. Poursuivez l'écoute de nos balados. Nous, on va continuer notre mission. Reynald, un grand merci de toujours être présent avec nous et de partager tes expériences aussi d'Afrique et tout le reste. On va avoir l'occasion de se revoir dans les prochaines semaines. Alors, merci à tous d'être présents et à la prochaine.